Lien en fin de webinaire, vous aurez tous les liens vers la chaîne YouTube, le site web du PEPR et également le descriptif du projet que nous allons présenter. Donc, avant de commencer, le deuxième point, c'est que je voudrais vous remercier pour votre participation. Je vois qu'on est 63, donc merci pour votre intérêt. Et troisième point, je voudrais me présenter. Mon nom est Bruno Locatelli. Je suis chercheur en sciences de l'environnement au CIRAD, dans l'unité de recherche forêt et société. Et je mène des recherches plutôt interdisciplinaires sur des questions d'adaptation au changement climatique et de services écosystémiques. Je vais maintenant laisser Georges se présenter. Donc, bonjour à tous, moi je suis Georges Künzler, je suis chercheur INRAE au LECEM à Grenoble et je travaille principalement sur des questions d'impact du changement climatique sur les forêts de montagne, mais pas que les forêts de montagne, de manière aussi un peu plus large. Voilà, je te laisse continuer Bruno. Donc, aujourd'hui, le webinaire a deux objectifs. Tout d'abord, vous présenter ce projet ciblé numéro 1. Donc, on va commencer par les diapositives. Donc, ce projet ciblé numéro 1 qui porte sur la régénération forestière et l'adaptation des forêts, et en particulier des socio-écosystèmes forestiers au changement climatique. Donc, nous allons dans un premier temps présenter ce projet qui est en cours d'élaboration. Et puis, nous aurons une période de discussion assez longue. Je pense qu'on aura peut-être 1h30 de discussion. Discussion pendant laquelle vous allez nous présenter vos intérêts pour ce projet et vos contributions. Nous verrons à la fin également comment formaliser ces expressions d'intérêt. Donc, la présentation, alors je ne la vois pas. J'arrive. Ok. Petit problème technique, ça arrive. C'est pas grave. Donc, oui, à peu près une demi-heure de Voilà. présentation, puis 1h30 de discussion. Donc, voici le titre de ce projet. Donc, ce projet est l'un des projets ciblés du PEPR Forêt. Ce projet ciblé est co-dirigé par Georges et moi. Et donc, slide suivante. Donc, le PEPR Forêt. Le PEPR Forêt, je ne vais pas le présenter, je vais demander au leader de ce PEPR de le présenter, donc Arnaud Sergent et Christophe Plomion. L'un des deux va prendre la parole. Oui, Bruno, maintenant? Vas-y, on attend la deuxième slide, je crois qu'il y a un petit problème technique. Pardon, j'ai perdu mon écran, je vais recommencer et puis... Hop là. Bonjour à tous, d'abord. Voilà, tu peux commencer, Arnaud, moi, je suis Arnaud Sergent, je suis de l'INRAE à l'UR ETIS, à côté de Bordeaux, sur le site de Gazinay. Et donc, on copilote le PEPR Forest avec Christophe Plomion, qui est là aussi, et qui, lui, est de l'unité Biogéco, pas loin de Gazinay, sur le site de Pierroton. Pardon, j'y arrive, je vais y arriver. Et donc, effectivement, merci à tous d'être là. Merci à Georges et à Bruno de prendre en main ce PC. Donc, je vais faire un petit... je vais aller vite, hein, l'enjeu étant principalement, là, aujourd'hui, de discuter, qu'il y ait du temps pour discuter sur le PC. Donc, je vais juste vous présenter très brièvement. Le PEPR Forest, c'est à l'initiative du Secrétariat général pour l'investissement et du ministère de la Recherche, qui ont sollicité l'INRAE pour porter ce PEPR sur les forêts et les enjeux de leur adaptation aux changements globaux. Donc, ce PEPR est en cours d'élaboration, hein, avec, on l'espère, un échéancier qui soit un début et un lancement début 2024. Donc, on est là dans la phase de consolidation. Ce PEPR comprend différentes composantes. La première, c'est effectivement une boussole scientifique, hein, qui comporte 4 grands défis scientifiques, dont vous pouvez retrouver les principaux éléments sur le site internet. Ces 4 grands défis scientifiques couvrent déjà, définissent les moyens de travailler dans une approche d'analyse des socio-écosystèmes, donc en combinant la compréhension des mécanismes écologiques
avec les mécanismes socio-économiques et politiques et les enjeux de la gestion des forêts et des socio-écosystèmes. Donc ça, c'est la grande boussole scientifique. Vous voyez les 4 défis scientifiques en haut à gauche. Pour, je dirais, atteindre nos objectifs d'adresser ces 4 grands défis scientifiques, ce PEPR est doté de 3 principaux outils. Un outil de pilotage et de gouvernance donc, qui sera porté par l'INRAE en étroite collaboration avec le CIRAD et le CNRS. Donc ça va être pour faire marcher toute la machine PEPR et être aussi à votre... en appui à l'ensemble des projets qui seront déployés dans le cadre de Forest. Et donc, ces projets, il y en a 2 grandes catégories. Il y a d'abord donc 5 projets ciblés, donc, que vous voyez en bas, avec en gros 3 projets thématiques. Le premier qu'on voit aujourd'hui, c'est sur la régénération et l'adaptation des forêts. Le deuxième, c'est sur les approches multirisques. Et le troisième, c'est sur le monitoring des forêts. Donc, ce sont 3 PC qui ont pour but de travailler de manière plus approfondie 3 entrées, 3 enjeux scientifiques principaux, chacun abordé dans une approche et dans une logique socio-écosystème. Et donc 2 PC d'accompagnement, on va dire, un sur les données, donc Numdata, et puis un qui s'appelle le Forest Hub, qui sera porté par le GIP Ecofort, et qui, lui, a pour but de faciliter le transfert, le déploiement dans des living labs, et aussi qui envisage d'accompagner un travail sur l'enseignement. Mais bien, ces PC n'épuisent absolument pas les enjeux scientifiques sur l'étude des socio-écosystèmes forestiers. C'est pourquoi nous avons 2 autres outils, enfin un autre outil qu'on peut déployer, ce sont des appels à projets. Et donc ces appels à projets, on en fera 2 vagues sur la durée donc, de 8 ans du PEPR. Et ces 2 vagues d'appels à projets ouverts auront pour but de compléter, on va dire, le panorama de ces PC, de les consolider, et puis aussi d'être en capacité, d'être en réactivité par rapport à l'évolution des enjeux et à l'évolution notamment des enjeux scientifiques et de la recherche. Donc voilà très brièvement cette architecture-là. Donc l'enjeu pour les PC aujourd'hui, et nous là, je dirais la commande entre guillemets qui a été formulée auprès de Georges et de Bruno, eh bien c'est de faire autour de la thématique qu'ils ont proposée, de conduire une animation scientifique. C'est leur premier rôle. Donc, cette animation scientifique, pour la mener à bien, eh bien, ils ont déjà constitué un groupe de travail, et ils vont vous le présenter, qui leur a permis d'établir, je dirais, un squelette à cette proposition de PC. Mais ce squelette a besoin d'être enrichi et d'être, je dirais, concrétisé et consolidé à travers, effectivement, les propositions que vous pourrez formuler. Et c'est le but de ce webinaire, c'est effectivement de vous donner à voir le cadre qu'ils proposent, les grands enjeux qu'ils ont identifiés, et de vous inviter à vous associer, à collaborer ensemble pour contribuer à ce projet. Je veux juste aussi préciser que Bruno et Georges ont été mis dans une situation un peu particulière, puisque, je dirais, dans le timing de l'ensemble des PC, et ça, on s'en excuse, Christophe et moi, et puis l'ensemble des collègues qui sommes responsables de tout cela, voilà, on a été conduit à ce que les PC ne soient pas dans le même timing, et donc c'est pour ça que certains d'entre vous ont peut-être déjà été impliqués dans soit le PC X-Series, soit Monitor, et donc il y a un petit décalage temporel. On s'en excuse, on sait que ce n'est pas facile pour vous, ce n'est pas facile non plus pour Georges et Bruno, mais voilà, mais les choses avancent bien, et on a confiance à ce qu'on arrive tous ensemble à concrétiser l'ensemble de ces projets et qu'on puisse tranquillement les lancer début 2024. Voilà, je me tais et je vous laisse la parole. Et bien sûr, on reste à disposition s'il y a des questions et sur des enjeux plus globaux en lien avec le PEPR. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation du PEPR Forest. Est-ce que Christophe veut rajouter quelques mots? Juste okay, parce qu'il y a pas mal de collègues de la communauté qui sont là aussi, vous pouvez relayer les messages. On va organiser en fait une restitution de toute cette phase de consolidation des projets ciblés au mois de décembre. Donc vous verrez les dates, on les affiche directement sur le site web du PEPR. Donc n'hésitez pas aussi à venir constater un petit peu comment a évolué un PC qui a été préfiguré, qui a été exposé, qui aura été discuté. Vous aurez des ateliers de travail pour le consolider.
Et puis là, en décembre, on vous proposera du coup d'échanger avec nous sur le résultat de cette phase de consolidation. Eh bien, merci beaucoup Christophe. Donc voilà, nous avons présenté, ils ont présenté le PEPR. Maintenant, on va passer à ce projet ciblé, RégéAdapt. Avant de redonner la parole à Georges, je voudrais demander à ce que tout le monde fasse attention à bien fermer les micros si vous ne parlez pas pour éviter qu'il y ait des bruits parasites. Donc à toi Georges. Merci Bruno. Donc, on va passer à la présentation du projet qu'on a construit avec Bruno. Donc, je me souviens pas vraiment si dans sa présentation, Arnaud a un petit peu donné une idée de l'enveloppe budgétaire, mais donc en gros le PC1 RégéAdapt, la taille du budget sera de l'ordre de 5 millions d'euros, 5 millions d'euros avec 20% de prêts de gestion, donc en fait 4 millions d'euros. Voilà. Donc alors pour commencer, on voulait présenter les différentes personnes qui nous ont aidés dans l'écriture du projet, qui nous ont donné leur avis. Alors on les a structurés là en fonction des 3 tâches qui structurent le projet, qu'on vous présentera après. Donc je vais les lister tous. Donc pour la tâche 1, Lisa Laurent et Isabelle Maréchaux d'INRAE, Xavier Morin du CNRS. Pour la tâche 2, Laurent Bergès, Julie Gauzer et Catherine Collet d'INRAE et Ophélie Ronce du CNRS. Et enfin, pour la tâche 3, Sandrine Alain d'INRAE et Arthur Perroton du CIRAD. Voilà. Donc, en fait, quand on a commencé à travailler avec Bruno sur la thématique du projet ciblé 1, l'objectif était de travailler sur des questions de méthodes d'adaptation des forêts au changement climatique et on a très vite décidé de se focaliser sur une phase qui nous paraît une phase clé dans l'adaptation, qui est la phase de renouvellement. Un renouvellement vraiment au sens large, c'est-à-dire pas que les tout premiers stades du renouvellement, mais jusqu'à un recrutement d'arbres qui commence à rentrer dans les stades de pré-comptage. Parce que en fait, c'est la phase où les changements peuvent être les plus forts, là aussi où les gestionnaires forestiers peuvent influencer plus fortement l'adaptation des forêts futures. Et c'est aussi une phase qui va être complètement quelque part chamboulée par le changement climatique en cours, qui va changer les dynamiques naturelles. Et c'est ça qui va déterminer les forêts du futur qui seront plus ou moins adaptées aux conditions climatiques futures. C'est aussi un sujet qui nous a semblé être important d'un point de vue plus sociétal parce que c'est quelque chose qui a une importance à la fois politique et dans la société. Donc là, j'ai juste listé quelques-uns des projets lancés par le gouvernement qui sont vraiment focalisés sur ces questions de renouvellement. Donc que ce soit le plan de relance et le tout récent rapport du comité de spécialistes gestion durable des forêts sur les stratégies de renouvellement. On voit bien que c'est quelque chose qui est aussi très important pour les pouvoirs publics. Et enfin, c'est aussi une thématique qui a été relayée de manière très très large auprès du grand public dans les médias. Donc là, j'ai juste listé une série d'articles qui est sortie dans une partie de série d'articles du Monde qui était focalisée sur l'adaptation des forêts au changement climatique. Et en fait, la plupart des articles qui ont été faits par le Monde sur ces questions d'adaptation parlaient de renouvellement, parlaient du stade de renouvellement. Donc on voit bien que c'est aussi quelque chose qui est vraiment mis en avant auprès du grand public. Donc dans ce PC1, nous, notre objectif, c'est de couvrir les stades de renouvellement après 3 grands types de dynamiques, soit une gestion avec une coupe, qui est un petit peu le facteur qui lance le stade de renouvellement, soit des perturbations naturelles de différentes intensités, ça peut aller de toutes petites trouées à des perturbations beaucoup plus grandes, soit aussi toutes les questions de dynamique dans des milieux non forestiers et de retour de la forêt dans des milieux agricoles ou abandonnés. En particulier, ce dernier point est important parce que une des ambitions du PEPR, c'est de couvrir aussi le milieu tropical et ces questions d'afforestation de milieux non forestiers nous a semblé assez prégnantes dans les milieux tropicaux.
Voilà, donc si on schématise vraiment de manière très très simpliste les différentes voies de renouvellement qui peuvent être mis en place dans ces trois types de cas, bah ça se situe sur un gradient qui va de plantation très très interventionniste avec introduction d'espèces exotiques jusqu'à une utilisation principale de la régénération naturelle et bien sûr toutes les conditions intermédiaires entre ces deux solutions. Avec bien sûr, et ça a été aussi pas mal discuté dans les articles du Monde de cet été, les questions de flux de gènes assistés et de migration assistée. Ensuite, alors, dans la littérature, les grands mécanismes qui sont proposés pour pouvoir permettre d'adapter les forêts au changement futur. On a listé un petit peu quelques grands types ici. Il y a une première idée, c'est de favoriser une complexité que ça soit en termes de mélange d'espèces, mélange de génotypes, de structures, en taille du peuplement, et une gestion des interactions biotiques aussi. Ensuite, favoriser des espèces adaptées au climat futur, soit par des remplacements d'espèces, mais aussi par favoriser la mise en place de processus évolutifs qui pourraient favoriser une adaptation plus rapide. Et derrière tout ça, il y a toutes les questions plus physiologiques de qu'est-ce qui va déterminer qu'une espèce sera adaptée aux conditions climatiques futures. Il y a aussi pas mal d'idées qui tournent autour de la gestion avec un couvert continu qui pourrait favoriser des microclimats et qui seraient moins stressants pour la régénération. Et enfin, il y a toutes les questions de connectivité à une échelle plus large dans le paysage, parce qu'en fait, toutes les actions de gestion qui sont faites à une échelle peuplement, elles vont interagir avec les peuplements forestiers qui sont autour et les peuplements et les éléments de la matrice paysagère, non forestiers aussi d'ailleurs, pas que les éléments forestiers. Enfin, un autre point qui nous a paru vraiment très important à Bruno et à moi, c'est cette notion de réfléchir aux conséquences des choix de gestion qui sont mis en place. Donc en premier, déjà les conséquences en termes de biodiversité et de conservation de l'état des sols. On comprend bien qu'il va y avoir des impacts très différents suivant les choix de gestion qui sont faits, mais finalement on n'a peut-être pas encore vraiment des connaissances si précises que ça sur quels sont ces impacts quantitatifs. Et enfin, bien sûr, ces choix de gestion, ils vont déterminer les forêts futures, et donc alors on a utilisé le mot Nature Contribution to People, qui est un peu le nouveau mot pour remplacer service écosystémique, mais tous les produits qui sont fournis par la forêt aux sociétés, depuis la production de bois jusqu'à des services de régulation ou scenic beauty. Voilà. Donc je passe la parole à Bruno pour cette partie. Oui, donc Georges nous a présenté quelques questionnements scientifiques et des brèches de connaissances sur la régénération ou le renouvellement forestier d'un point de vue de l'écologie et de la gestion forestière. Mais en fait, on réalise également que cette question de la régénération forestière, ce n'est pas seulement une question écologique ou de gestion, c'est une question qui concerne la société au sens large. On voit les débats actuels, en particulier dans les médias, sur les choix faits pour le renouvellement forestier. On voit que c'est quelque chose qui dépasse le secteur forestier. Donc, on se rend compte qu'il y a de grosses questions en fait, sur les acteurs de cette régénération et la gouvernance par le secteur privé, le secteur public, en particulier du fait, comme l'a dit Georges, que les choix qui sont faits en termes de renouvellement ou de régénération ont des impacts sur les services écosystémiques et donc les acteurs qui en dépendent, en particulier dans la filière bois, mais pas seulement, ça peut être aussi en termes d'activités de loisirs ou de secteurs qui dépendent des services de régulation de la forêt, comme l'eau ou la protection des sols. Voilà. Donc, il y a des brèches de connaissances sur ces questions, puis également sur les politiques qui peuvent influencer les différentes trajectoires de régénération. Donc, diapositive suivante. Donc, suite à cette analyse un peu des brèches de connaissances, on a réfléchi à la structuration du projet, en particulier en utilisant ce cadre qui est souvent utilisé pour réfléchir
à des recherches interdisciplinaires ou transdisciplinaires. Donc, on veut s'intéresser au développement de connaissances sur le système, dans le cercle vert, essayer de mieux comprendre la situation, des connaissances sur les objectifs, en jaune, donc comment pourrait être cette situation, et finalement, des connaissances sur la transformation, dans le cercle bleu, donc comment se déplacer vers une situation désirable. Donc, à partir de cette réflexion, nous avons proposé 3 tâches pour le projet. Alors, les tâches ne collent pas exactement avec les 3 types de connaissances dans les cercles, mais disons que c'est ce qui nous a amené à cette organisation. Donc, une première tâche sur l'écologie de la régénération, une deuxième tâche sur la gestion de cette régénération, et une troisième tâche sur la gouvernance de la régénération. Donc, ces 3 tâches ne sont pas déconnectées, il n'y en a pas une non plus qui vient avant l'autre, elles sont en interaction. Par exemple, le travail avec les acteurs dans la tâche sur la gouvernance va nous permettre aussi de faire des choix par rapport à des études écologiques de la tâche 1. Donc, des interactions qui sont à construire dans ce projet. Donc, maintenant, nous allons décrire les 3 tâches et leurs sous-tâches. Donc, je redonne la parole à Georges. Merci Bruno. Donc, alors, je vais commencer par présenter la tâche 1 qui se focalise sur la question de mieux comprendre les déterminants écologiques de la phase de régénération. Alors, ce qui est vraiment important de dire, un peu en préambule de la présentation de cette tâche, c'est que quand on cherche à comprendre les déterminants écologiques de la phase de régénération, ce n'est pas que sur la régénération naturelle du tout. Au contraire, on a l'ambition de comprendre les déterminants aussi dans les phases de plantation. Et d'ailleurs, en fait, on pense qu'il y a une partie de ces déterminants qui sont communs à la régénération naturelle et aux phases de plantation, et c'est un des intérêts de les analyser ensemble. Il y a aussi des déterminants qui sont différents entre les processus, mais et donc ce qu'on a proposé de faire, c'est de structurer cette tâche en 3 points. Le premier point, c'est une partie qui cherche à améliorer nos capacités d'avoir des données sur le monitoring et la compréhension des processus de régénération, à la fois les processus démographiques, donc production de graines, croissance, survie des semis, processus physiologiques et génétiques qui sont derrière. Ensuite, une partie plus sur des expérimentations qui cherchent à tester des drivers et donc décorréler les drivers entre eux par des expérimentations. Et enfin, une connexion avec les modèles. Donc, je vais maintenant présenter un peu plus en détail chacune des tâches, les sous-tâches, pardon. Donc alors, la première partie, elle part un peu du constat qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de réseau structuré, cohérent, animé par la recherche à l'échelle nationale sur la phase de régénération. Il y a plein de réseaux existants dans différents sites, mais il n'y a pas de réseau qui soit vraiment dominant et qui structure complètement les travaux des chercheurs, et ça nous paraît être une ambition qui est tout à fait dans les thématiques qui sont portées par les projets ciblés, d'essayer de construire des plateformes d'observation qui sont ensuite ouvertes à la communauté et co-structurées. Alors quand on dit construire, bien sûr, on va pas partir de rien, hein, il faut partir des réseaux existants et essayer de se baser sur l'existant. L'objectif dans ces réseaux, c'est d'avoir un suivi qui est quand même assez fin pour comprendre les déterminants abiotiques et biotiques de la régénération. On sait que les processus de régénération sont extrêmement sensibles aux interactions avec d'autres espèces végétales, mais aussi un effet très très fort des grands herbivores. Enfin, toute une partie plus sur les processus génétiques, et un dernier point qui est assez clé, il me semble, qui est sur la fécondité qui est déterminante bien sûr pour la régénération naturelle, mais aussi pour tout ce qui est verger à graines en production de plants. Et il me semble que c'est vraiment un processus qui est à l'heure actuelle largement moins étudié que les autres processus.
Alors, ce qui sera très très important, c'est d'essayer de construire ce réseau d'observation en lien avec l'inventaire forestier national, sachant que l'inventaire forestier national a commencé à mettre en place des nouvelles mesures qui vont se focaliser sur la régénération depuis cette année, il me semble. Donc il va y avoir beaucoup de nouvelles mesures qui vont arriver, qui ne seront pas forcément aussi détaillées que ce qu'on peut faire en recherche, mais qui auront l'intérêt d'avoir la structuration qu'on connaît de l'inventaire forestier, de couvrir tout le territoire en ayant un protocole d'échantillonnage stratifié par les grands types de forêts. Et donc clairement, l'objectif, ça sera à la fois de réfléchir aux liens possibles avec ces réseaux d'observation, en termes de complémentarité, mais aussi sur les méthodes d'analyse qu'on pourra développer sur ces réseaux, où il peut y avoir des méthodes d'analyse communes et des méthodes d'analyse qui utilisent les différents réseaux ensemble. Voilà. Ensuite, donc la deuxième partie, comme je l'ai déjà un petit peu introduit, l'objectif c'est de constituer là aussi des plateformes, un réseau de plateformes expérimentales qui permettent de mieux comprendre les drivers de la régénération. Donc l'objectif c'est de complémenter les observations. Clairement, on ne peut pas arriver à tout comprendre sans manipuler. Donc là, ces expérimentations, elles permettent de décorréler les drivers. Là, bien sûr, à nouveau, on veut essayer de partir des réseaux existants. Il n'y a pas non plus de réseau généralisé sur la phase de régénération à l'échelle française, mais il y a quand même différents types de réseaux qui se focalisent, qui font des expérimentations, par exemple sur l'impact des grands herbivores, sur l'interaction avec la végétation au sol. Et là, à nouveau, hein, la philosophie qui, je pense, qu'il est quand même assez important de comprendre ce qu'on essaie de faire avec le projet Ciblé 1, c'est aussi de construire sur la base de l'existant un réseau d'expérimentation qui soit ouvert, donc qui soit ouvert à toute la communauté, ce qui me semble être un peu la philosophie des projets ciblés, et ensuite qui puisse aussi quelque part avoir l'ambition de perdurer au-delà de l'horizon des 7 ans du PEPR. Alors, et la dernière partie cherche à se focaliser plus sur les modèles, sachant que clairement, les phases de régénération sont vraiment quelque chose qui est assez mal décrit dans les modèles actuels. Là, j'ai juste mis des copies d'écran de 2 publications récentes qui soulignent les manques sur le phase de régénération dans différents types de modèles, dans des modèles plus de dynamique forestière ou même dans des modèles globaux de dynamique de végétation, des DGVM. Donc il nous semble que c'est quelque chose qui est très important. En plus, il y a aussi, c'est Catherine Collet qui avait fait remonter cette idée, un manque probablement assez important de la capacité des modèles à représenter les phases de renouvellement suite aux plantations. Il y a finalement assez peu de modèles qui sont capables de représenter ça finement et les déterminants abiotiques. Clairement, c'est une tâche où un de nos objectifs, c'est de faire une animation entre les différents groupes de modélisateurs qui utilisent différents types de modèles, essayer de réfléchir aux connexions possibles entre des modèles qui ont des approches plus physiologiques ou plus génétiques et les modèles qui seraient plus démographiques. Et il y a un enjeu fort à la connexion entre les données. Alors, un enjeu qui va dans les deux sens, hein. Bien sûr, ces modèles peuvent utiliser des données, mais les modèles peuvent aussi générer des hypothèses à tester dans des expérimentations ou des méthodes d'observation différentes. Donc, c'est une connexion qui va dans les deux sens. C'était Isabelle Maréchaux qui est impliquée dans cette tâche, qui soulignait l'importance de voir la connexion entre modèles et données dans les deux sens et pas que dans un sens. Voilà principalement ce que je voulais dire sur cette partie. Donc maintenant pour la deuxième partie qui se focalise plus sur quels sont les mécanismes de gestion qui peuvent être mis en place pour gérer cette régénération et ce renouvellement des peuplements forestiers. Là, ce qu'on a décidé, c'est d'avoir aussi une structuration en 3 points, avec une première partie qui se focalise plus sur les questions de gestion à l'échelle de la placette. Enfin, une deuxième partie qui s'intéresse plus à des questions de gestion
dans un cadre paysager, avec des questions de flux d'espèces, de flux de gènes dans le paysage. Et enfin, la dernière partie qui s'intéresse plus aux impacts des choix de régénération sur la biodiversité et Nature Contribution to People. Donc, à nouveau, je vais vous présenter les trois sous-parties un petit peu plus en détail. Donc, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, les grands mécanismes de gestion qui sont proposés pour favoriser des forêts qui seraient plus adaptées au changement climatique, aux conditions climatiques futures. Il y a toute une partie qui est focalisée sur avoir une plus forte complexité des peuplements forestiers avec des mélanges d'espèces de types fonctionnels divers et structurels. Donc, ça, je pense qu'il y a un travail à faire pour avoir une connexion entre des expérimentations qui sont finalement encore assez théoriques, qui réfléchissent vraiment à l'impact de différents types de mélanges sur la dynamique des peuplements et leur résilience à des climats variables, et la mise en place de cette gestion concrète, parce que concrètement, identifier par des travaux de recherche que le mélange de tel couple d'espèces ou tel groupe d'espèces a un intérêt positif, c'est un premier pas, mais après, il faut que le gestionnaire il soit capable de le maintenir et de le favoriser, ce mélange. Et donc, ça, c'est un point assez important. Ensuite, il y a toutes les questions de flux de gènes assistés ou migration assistée d'espèces. Comment est-ce que ça peut être mis en place dans des peuplements et comment ça va interagir avec les autres arbres qui sont déjà présents. Et avec bien sûr, donc ça c'est aussi un point que Catherine Collet avait tenu à souligner dans cette partie, c'est que il n'y a pas que des enjeux de compréhension des mécanismes et de proposition de mécanismes de gestion, il y a aussi des enjeux un peu plus pratiques de la faisabilité de ces itinéraires de gestion. Est-ce qu'ils sont réalistes? Quels sont leurs coûts? Est-ce qu'ils sont faisables sur le terrain par les opérateurs ou est-ce qu'ils sont trop compliqués à mettre en place? Et donc, notre objectif dans cette partie-là, c'est de partir des expérimentations qui existent déjà. Donc, j'ai listé un petit peu dans le document qu'on a écrit avec Bruno et les co-animateurs ce qui existe déjà, mais c'est une des premières tâches de faire le bilan de ces expérimentations qui testent différents types de mécanismes de gestion. Essayer d'avoir une approche qui essaye de synthétiser ces données et de construire là aussi à nouveau un réseau d'expérimentation qui soit à l'échelle nationale cohérent et ouvert, et de faire bien sûr le lien avec toutes les actions de gestion qui sont déjà mises en place par les gestionnaires qui clairement ne peuvent pas se permettre d'attendre que la recherche apporte des réponses à tout et qui commencent déjà à mettre en place des actions de gestion. Donc il me semble qu'il y a un enjeu assez intéressant avec le PEPR à essayer de connecter la recherche avec ces actions de gestion qui sont déjà mises en place par les gestionnaires et d'utiliser ces actions de gestion, dont j'en ai listé quelques-unes là, comme les îlots d'avenir de l'ONF, comme outil pour faire de la recherche sur les mécanismes de gestion de cette régénération naturelle. Alors la deuxième partie, elle part du constat que la dynamique qu'on va vouloir mettre en place au niveau local, elle va forcément être aussi dépendante de la connectivité et des flux de dispersion et des flux de gènes à une échelle plus large dans le paysage. Concrètement, ce qui me paraît assez clé, c'est que toutes les actions de flux de gènes assistés ou de migration d'espèces assistées, je pense que c'est peu réaliste d'imaginer qu'on remplace totalement toutes les forêts dans le paysage par une nouvelle espèce. L'enjeu, c'est bien d'introduire des nouveaux génotypes qui puissent ensuite, au sein du paysage, permettre une dynamique différente de la population. Donc il y a vraiment une question de comment est-ce que, au sein d'une espèce ou au sein des communautés, comment est-ce que ce qu'on va introduire va interagir avec ce qui est déjà présent, et même au-delà des actions de flux de gènes assistés dans des paysages, typiquement les paysages de montagne, il y a aussi des flux de gènes naturels et des migrations d'espèces qui peuvent se faire sur des distances assez courtes, venant de gradients d'altitude.
Donc ces questions de migration et de connexion avec les actions de gestion sont vraiment clés. Et il y a aussi quelque part l'idée de favoriser la complexité à l'échelle du peuplement. Elle a aussi été proposée à l'échelle du paysage, de favoriser des peuplements qui ont des mélanges d'espèces, pas nécessairement pied à pied dans un peuplement, mais à l'échelle des parcelles d'une forêt. Donc là, clairement, notre objectif, c'est d'essayer de faire une connexion avec... On ne pourra pas faire ça, bien sûr, dans tous les paysages partout en France. Il faudra le faire sur quelques sites un petit peu pilotes. Et l'objectif, c'est de faire ça en connexion assez forte avec les Living Labs qui seront développés dans le projet ciblé 4. Voilà, et donc pour la dernière partie, la dernière sous-partie de cette grande tâche 2, donc l'objectif c'est de comprendre l'impact des choix d'itinéraires de renouvellement sur, premièrement, la biodiversité et l'état de conservation des sols, que j'ai oublié de lister dans cette diapo là d'ailleurs. Alors, je pense que on peut avoir une approche qui combine à la fois une analyse des impacts à court terme, donc de choix de gestion d'itinéraires de renouvellement assez récents, mais aussi une approche un peu plus basée sur les approches type écologie historique, qui explore les conséquences de choix d'itinéraires de renouvellement qui ont été faits dans le passé sur des périodes plus longues, pour comprendre un petit peu les impacts à plus long terme. Et donc ça, clairement, c'est un des enjeux d'essayer de voir quelles sont les données au niveau écologie historique qui nous permettent de documenter de manière assez précise les choix qui ont été faits dans le passé. Voilà. Ensuite, le deuxième objectif, c'est d'essayer de comprendre les impacts sur des services Nature Contribution to People assez clés. Donc ça sera une tâche qui sera vraiment un petit peu en interaction avec la tâche 3 que présentera ensuite Bruno. Et enfin, une réflexion un petit peu sur comment est-ce que ces conséquences sur différents services peuvent guider un peu des approches type multicritères pour choisir les choix de gestion au vu de critères et d'objectifs différents, quoi, et comment est-ce qu'on les combine. Donc là aussi, l'objectif, c'est de faire ça on ne pourra pas faire ça à l'échelle de tout le territoire français, hein, ça me paraît peu probable. Et donc là, l'objectif, c'est aussi de le faire en connexion avec les Living Labs du projet ciblé 4. Et enfin, de faire aussi des connexions avec des approches de modélisation qui permettront de comprendre aussi des impacts sur des services de manière un petit peu plus simple que juste avec des données directes de description. Voilà, donc je vais repasser la parole à Bruno pour la partie 3. La tâche 3, comme je l'ai dit tout à l'heure, va porter sur la gouvernance. C'est la tâche qui va mobiliser le plus cette approche en termes de socio-écosystème, car l'ensemble du PEPR en fait, utilise ce cadre de socio-écosystème forestier. Donc c'est important de rappeler qu'on essaye le plus possible d'avoir une approche qui intègre à la fois les écosystèmes et la société. Donc, dans cette tâche numéro 3, nous avons proposé tout d'abord de s'intéresser aux acteurs et au contexte de la régénération. Puis, nous irons sur des recherches à propos de l'économie politique et des processus de décision. Et nous terminerons par une sous-tâche sur la gouvernance anticipatrice. Donc, diapo suivante. Alors, pourquoi une sous-tâche sur les acteurs et les contextes? C'est qu'en fait, bien souvent, on ne sait pas exactement en fait, qui intervient directement ou indirectement dans la gouvernance de cette régénération forestière. La figure du preneur de décision unique, qui serait le gestionnaire forestier, est assez rare en fait. Donc, on peut avoir des gestionnaires multiples,
absent. Et donc, il est important de regarder en fait qui prend des décisions, mais pas seulement au niveau de la gestion, mais dans un contexte un peu plus large, de regarder qui influence la régénération et qui est affecté par cette régénération. Donc, on va s'intéresser en particulier aux perceptions, aux valeurs au sens large, de ce qui est désirable, et également aux connaissances que mobilisent ces acteurs directs et indirects. On veut s'intéresser aussi dans des études de cas aux interactions entre ces acteurs, des collaborations, des conflits, et ceci dans l'idée en fait de mettre en évidence des configurations caractéristiques d'arènes d'action autour de la régénération. Donc, typiquement, ça peut être une représentation sous forme de réseau d'acteurs avec des configurations plutôt polycentriques ou hiérarchiques, etc. Et on imagine une diversité de situations, d'autant plus que ce projet n'est pas limité à la France métropolitaine et qu'il peut y avoir donc des études de cas ailleurs, sous les tropiques, en particulier, je pense aux activités du CIRAD. Et donc, ce qui nous amènerait à une assez grande diversité, je pense, de contextes de décision. Diapo suivante. Dans cette deuxième sous-tâche, on va s'intéresser à l'économie politique, donc en fait comment des acteurs divers interagissent dans la prise de décision. Donc là, on considère que la régénération forestière, c'est un objet politique et politisé. Pardon. Donc, c'est le parti pris, donc ce n'est pas un objet écologique, non, c'est un objet qui est politique. Donc, par conséquent, cet objet peut créer des tensions et des conflits, d'autant plus qu'il y a de nombreux trade-offs, hein, des compromis à chercher, par exemple, en termes de services écosystémiques qui seraient fournis par différentes trajectoires de régénération. Donc, qui dit différents services écosystémiques, dit différents bénéficiaires de ces services. On va également s'intéresser dans cette sous-tâche aux questions des barrières et des leviers qui peuvent permettre une prise de décision collective à l'échelle, par exemple, d'un paysage, puisqu'on fait l'hypothèse qu'une coordination à l'échelle du paysage est nécessaire pour traiter des questions de régénération. Et parmi ces barrières et ces leviers, il y en a beaucoup qui sont politiques, donc on va s'intéresser à l'analyse du rôle des politiques et leur influence sur des décisions de régénération. On va également, il sera possible qu'on s'intéresse également à des analyses historiques de processus de décision pour comprendre en particulier les dépendances de sentiers, de voir comment les décisions actuelles sont contraintes par des décisions antérieures qui ont fermé des options. Et finalement, il serait également intéressant de s'intéresser aux interactions entre acteurs académiques et non académiques dans la coproduction de connaissances sur la régénération. Donc, des chercheurs qui produisent de la connaissance, mais pas seulement, aussi des experts, des praticiens, des gestionnaires et d'autres acteurs qui contribuent tous à construire de la connaissance. Voilà, donc ça serait intéressant d'étudier les interactions entre ces acteurs au niveau de la coproduction de la connaissance. Diapo suivante. Et finalement, nous proposons en dernière sous-tâche d'aborder la question de la gouvernance anticipatrice. Donc là, en fait, il s'agit de réfléchir à comment on peut se coordonner dans des situations où les acteurs ont différents horizons temporels, différentes relations au futur. Et donc, la gouvernance anticipatrice, elle cherche à tester, d'amener différentes conceptualisations de notre relation au futur, par exemple, pour amener les acteurs à discuter de gouvernance dans le futur. Donc ici, on est vraiment sur une approche en interaction directe avec les acteurs. Donc, c'est de la recherche transdisciplinaire pour réfléchir à ce co-design d'arrangement de gouvernance. Donc, bien entendu, les Living Labs seront mobilisés pour cette recherche. Voilà, diapositive suivante. Donc, on en a terminé avec la présentation des tâches et des sous-tâches. Rapidement, je voudrais rappeler que ce projet n'est pas isolé des autres projets du PEPR. Donc, le détail de cette slide, vous pourrez le retrouver dans le document dont je vais donner l'adresse bientôt, là. Mais en gros, notre projet sur la régénération
va interagir beaucoup sur le projet numéro 2, sur les multiples risques, dans la mesure où, en fait, dans le cadre de notre projet, nous voulons voir comment la régénération permet de mettre en place des forêts qui seront résilientes dans le futur. Par conséquent, il est nécessaire de comprendre cette résilience future. Donc, le projet sur les risques multiples est particulièrement important et les interactions seront fortes. Mais également des interactions avec le projet numéro 3 sur le monitoring, le 4 sur les living labs ou les synthèses, également la prospective, et puis le 5 sur les données. Voilà, diapositive suivante. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Avant de conclure, je voudrais vous expliquer un peu l'idée des expressions d'intérêt. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, vous allez être invités à nous soumettre des expressions d'intérêt courtes, de l'ordre d'une page. Vous aurez toutes les informations sur comment faire dans notre document de projet ou en nous contactant directement. Mais il est important de préciser de quoi on parle. En fait, ces expressions d'intérêt, ce sont des contributions en termes de recherche ou d'infrastructures de recherche, comme par exemple des bases de données, des réseaux de sites expérimentaux ou d'observation. Ces contributions, en fait, elles sont définies par quelques critères. Tout d'abord, le critère d'alignement thématique avec une de nos tâches ou sous-tâches. Ensuite, une contribution volontaire, en fait, ce n'est pas un appel à projet, en fait, dont on parle. C'est-à-dire qu'en fait, on n'envoie pas un projet bien ficelé avec un budget, etc. Non, on envoie une idée de contribution à ce projet. Donc, ce projet est en cours, est toujours en cours de développement. Dans tout ce qu'on vous a présenté, en fait, il y a énormément de choses, même si on s'est restreint à la régénération forestière. Vous avez vu qu'on aborde énormément de questions liées à ça. Donc, on ne pourra pas tout faire. Donc, ce qu'on pourra faire, ça va dépendre de ce que vous proposez de faire avec nous. D'accord ? Donc, c'est vraiment une idée de co-design pour affiner le projet, pour intégrer ces expressions d'intérêt. Donc, on va organiser après d'autres ateliers, enfin d'autres webinaires en fonction de ces expressions d'intérêt pour intégrer ces expressions. Donc, on voudrait également que ces contributions aient un effet structurant. Donc, ce n'est pas une seule personne qui veut faire une recherche, c'est plutôt des collaborations qui sont proposées avec un effet structurant sur la communauté scientifique. Idéalement, ces contributions aussi sont dans la continuité de projets antérieurs ou d'infrastructures existantes ou de réseaux existants, et également prévoient de durer de durer assez longtemps. Et également, idéalement, ces contributions concernent des sites multiples avec des contextes différents, y compris dans les tropiques. Voilà. Donc, j'espère que cette slide a permis de clarifier ce qu'on entendait par expression d'intérêt. Et maintenant, dernière diapositive. Alors, celle-ci, je vous invite à faire une capture d'écran pour garder les contacts et les liens importants. Donc, vous avez par exemple la chaîne YouTube où vous pourrez retrouver ce webinaire, mais également les webinaires de tous les autres projets. Et le site du PEPR, ses diapositives et également le projet de document avec tous les détails. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à la phase de discussion. On a jusqu'à 16 h pour recueillir vos commentaires. Donc des commentaires sur le projet, mais également des débuts d'expression d'intérêt orale pour le projet. Il y aura la phase de l'expression d'intérêt écrite, mais on peut commencer par une discussion pour voir quels sont vos intérêts pour ce projet. Et également, éventuellement, des idées de dispositifs de recherche qui pourraient alimenter ce projet. Merci beaucoup et on passe à la discussion. Merci Bruno. Je rajoute juste aussi, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour commencer à discuter par email après le webinaire, avant d'avoir formalisé concrètement une expression d'intérêt, quoi. Alors, il y a déjà Olivier Brendel. Parce qu'on a déjà des mains qui se sont levées. Alors peut-être qu'on peut, si tout le monde a eu le temps de faire une capture d'écran de cette slide pour garder tous les liens, on peut peut-être repasser en mode oui. sans les slides, comme ça on voit qui parle. Et on a déjà une main levée de Oliver Brendel. Oliver, à toi.
Oui, bonjour. Donc, Oliver Brendel, je suis un écophysio de Nancy, de Silva, donc la même unité où il y a Catherine Collet, sauf qu'elle est dans une autre équipe. Donc, merci pour cet exposé et pour tout ce travail de coordination de ce PC. C'est super intéressant, ça va vraiment très loin, des choses vraiment très sur le terrain jusqu'à l'impact social. Donc, c'est vraiment super, je suis assez impressionné et ça va avoir besoin un peu de temps pour digérer tout ça, c'est très complet. La chose que j'essaye de caser un peu, ce que nous avons un peu discuté chez nous, je vois plusieurs fois le mot expérimente, mais je vois pas où une étape que je trouve assez importante, on peut la caser, c'est-à-dire des régénérations pseudo-naturelles, ça veut dire dans des conditions où on peut effectivement gérer diverses drivers. Sur un diapo, c'était que c'est difficile de séparer différents impacts sur régénération. Je pense que ce sera plus facile de faire si on se met dans des situations semi-contrôlées où on peut contrôler sécheresse, on peut contrôler nutriments, on peut contrôler les micro-organismes. Je vois que Stéphanie Huros s'écoute là. Donc ça, c'est des choses qu'on a envie de faire à Nancy. Et je ne vois pas trop, est-ce que ça va dans le 1B, est-ce que ça va dans le 2A, est-ce que ça vraiment l'expérimentation a la place dans les tâches que vous avez proposées? Alors juste pour être sûr de bien comprendre, en fait, là, ce dont vous faites référence à des idées d'expérimentation qui sont pas sur le terrain, c'est ça? Ce que vous voulez dire, des Exactement, c'est ça. expérimentations Ouais. en serre ou Oui, en pépinière, dans des situations en où on peut pépinière. contrôler en partie divers drivers qui peuvent impacter la régénération, où on peut aussi contrôler la diversité génétique, on peut contrôler la diversité des espèces, on peut contrôler tout ça et donc du coup jouer avec ça pour Ouais. effectivement, ça peut apporter des choses à la modélisation, ça peut apporter des choses du coup aussi au management plus tard, parce qu'on peut observer comment ça pousse. Et là, on parle vraiment de tout petit à quelques années, hein. Les premières années, mais c'est là où c'est très dense, là où on a beaucoup de mortalité, là où une sélection très forte va s'opérer. Oui, alors bon, déjà, je pense qu'il y a quand même pas mal de facteurs qu'on peut contrôler et expérimenter dessus en faisant des expérimentations sur le terrain. Typiquement, les mélanges d'espèces, ça, il y a énormément d'expérimentations qui ont déjà été faites. Donc, moi, je pense que oui, c'est tout à fait possible de réfléchir à la connexion entre des expérimentations qui seraient dans des conditions contrôlées en serre. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est que ça soit des expérimentations qui soient pas juste focalisées sur un site particulier avec un labo particulier, mais qu'on essaye d'avoir une approche qui permette de vraiment couvrir l'ensemble des conditions du territoire. Et c'est l'intérêt des projets ciblés, c'est quand même de passer à une autre échelle et de pas faire juste des projets de recherche classiques comme on fait avant. Et donc, je pense que ça peut être intéressant. La dernière fois, il y avait eu un commentaire sur tous les facteurs qui bloquent la germination, où là, ça peut tout à fait aussi être expérimenté de manière contrôlée. Et je pense que c'est tout à fait intéressant de réfléchir à ça, mais juste, il faut pas que ça soit réfléchi comme juste on va comprendre sur tel système typique de la hêtraie nancéenne. Je pense qu'il faut qu'on essaye. L'ambition du PC, c'est d'essayer de faire plus large que ça, quoi. D'essayer de réfléchir à plus large que ça, quoi. Merci. Merci. Jérôme, merci. Oui, bonjour, Jérôme Buridan, je suis professeur de géographie à l'Université d'Amiens et je fais de l'écologie historique. Et je suis venu surtout en observateur parce que je suis co-animateur de la tâche analyse et synthèse du PC4. Donc, je voulais connaître les débats et je voulais intervenir sur 2 points. La question des Living Labs. En fait, dans le PC4, les Living Labs sont pas encore définis et on attend qu'il y ait une réflexion dans les différents PC sur ce que vous voulez faire dans les Living Labs. Donc, il y aurait besoin d'une coordination importante et au moins d'une bonne définition sur les terrains que vous pressentez et la typologie de vos terrains. Le concept de Living Lab étant un concept très avancé, il faudrait peut-être qu'on se coordonne davantage. Je pense qu'on a tous des terrains compressants. Il n'y aura que quelques Living Labs qui vont
être mis en avant. Il ne faut pas qu'il y ait des terrains importants qui soient mis de côté, et je pense qu'il y a une coordination urgente même à avoir entre les différents PC. Et puis, je suis vice-président du groupe Histoire des forêts françaises, qui est un collectif d'une centaine de chercheurs en histoire forestière, et j'ai été heureux de voir que vous aviez intégré l'écologie historique dans ces perspectives. On a fait remonter des déclarations d'intérêt pour le PC4 et pour le PC5. Il faudra peut-être aussi qu'on se coordonne par rapport à vos besoins à vous, de manière à ce qu'on définisse plus précisément ce qu'on peut vous apporter, et on vous fera remonter les fiches des PC4, PC5. Vous pourrez voir plus clairement les choses. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Jérôme, pour ces apports importants. Je passe la parole à Philippe. Donc, on reste en contact, Jérôme, pour reparler de ça après. Ouais. Philippe. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Rosenberg, je suis chercheur à Biofora, à l'UMR Biofora à Orléans. Et donc, j'avais en fait, il y a des questions qui ressemblent à celles qui a déjà été posée par Oliver, notamment parce qu'on est nombreux ici à disposer de dispositifs expérimentaux qui observent les premiers stades de la croissance d'arbres plantés. Alors, ce sont souvent des dispositifs en jardin commun qui peuvent être, comme disait Oliver, en serre, en pépinière, sur le terrain. Puis, il y a aussi des dispositifs d'observation de ce qui se passe en forêt non plantée, en forêt régénérée naturellement. Donc, je retiens de la réponse à Oliver que potentiellement, tout ceci peut être signalé comme support à de l'expérimentation dans le cadre du PC1. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Mais en fait, même plus concrètement, l'objectif, c'est qu'on va réorganiser des webinars sur chacune des sous-tâches. L'objectif, c'est que dans ces prochains webinars, on passe à un niveau un peu plus précis et qu'on commence à discuter concrètement de qu'est-ce qui peut être mis en commun, comment est-ce que ça peut constituer un réseau qui soit à une échelle nationale, quelles sont les différences de protocole entre les différents réseaux, qu'est-ce qui est compatible, pas compatible. Voilà, et donc ça veut dire que il faudra que les prochains webinars, ce soit pas que juste nous qui fassions les présentations, mais que on vous demande aussi de présenter les réseaux et voir comment est-ce qu'on peut constituer dessus. Idéalement, il faudrait qu'on prépare un peu ces réunions, ces prochains webinars, pour que le travail de synthèse soit un peu fait avant et qu'on puisse avancer directement et que ce soit pas juste l'occasion de faire la liste des réseaux, mais qu'on ait déjà un petit peu avancé dans la réflexion, quoi. Voilà, la dernière fois, dans le dernier webinaire, le premier qu'on avait fait, il y avait déjà eu beaucoup de personnes qui avaient des approches plus jardin commun. Et donc, oui, clairement, c'est quelque chose qu'il faut structurer, quoi. Et réfléchir à comment est-ce qu'on peut connecter les choses entre elles pour passer à une échelle plus large, quoi. Okay. Puis j'avais une deuxième question qui, elle, concernait les Living Labs. Donc, on est également plusieurs à avoir déposé des manifestations d'intérêt pour des Living Labs. En particulier, nous, on en a déposé un qui concerne les forêts de montagne. Et il me semble que, effectivement, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, qu'un Living Lab, c'est un support idéal pour traiter simultanément à peu près toutes les questions que vous avez évoquées là dans votre projet, depuis l'écologie jusqu'à la gouvernance, en passant par la gestion de la régénération naturelle, puisque c'est dans tous les écosystèmes forestiers, c'est une étape essentielle de la vie des successions au sein de ces écosystèmes. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir là aussi concertation entre les PC. Mais comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une sélection de Living Lab sur lesquels, parce que là, justement, j'ai entendu également les réflexions, pardon, j'ai plus le nom en tête, de Jérôme, voilà, sur la façon dont ça va se passer dans le PC4 au niveau des Living Labs. Donc, je voulais avoir un petit peu des éclaircissements sur comment vous allez procéder et qu'est-ce que nous, on peut avoir à faire pour éventuellement défendre nos propositions et nos manifestations d'intérêt de Living Lab. Merci Philippe. Est-ce que je laisse la parole à Arnaud ou à Christophe pour cette question qui est vraiment à l'échelle de tout le PEPR?
qui dépasse donc notre projet, ou Georges, tu veux apporter quelque chose? Ah non, non, j'allais dire la même Ok. chose que toi. Donc, Je passe le bébé aux autres. Donc, Arnaud, Oui, Christophe? Ouais. oui, sur Oui. sur les Living Labs, effectivement, disons il existe potentiellement plusieurs stratégies pour le déploiement des Living Labs pour des outils sur ce type de programme comme le PEPR, hein. D'autres PEPR ont des stratégies différentes. Donc, certains ont prédéfini, j'ai envie de dire, des Living Labs qui seront travaillés. Nous, parce que, par exemple, il y a des PC qui sont centrés sur un Living Lab ou sur quelques Living Labs. Nous, l'idée est plutôt de constituer un réseau de Living Lab. Et donc, le choix a été fait pour le moment de ne pas prédéfinir ces Living Labs. Donc, le travail dont vous parlez, c'est-à-dire de rencontres entre les initiatives qu'il peut y avoir sur le terrain, de volonté de structurer un espace de réflexion avec la science pour aider à résoudre des problèmes d'un territoire déterminé, il est en cours. Et d'autre part, de regarder qu'est-ce qui, dans nos travaux de recherche, dans la localisation, hein, que ce soit thématique et géographique, de nos dispositifs expérimentaux pourrait croiser ces attentes des territoires. Et la deuxième entrée, donc ça a déjà été commencé, on a invité effectivement chacun des PC à y réfléchir. Voilà, on aborde cette question des Living Labs avec prudence parce que je crois que c'est à construire et que si on avait un modèle tout fait, ça se saurait. C'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que nous, on approche ça avec pragmatisme et qu'effectivement, ce que disait Georges tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait un travail progressif d'identification de manière concrète des dispositifs expérimentaux, de sur quoi ils travaillent à l'échelle des terrains et qu'on puisse croiser. Parce que voilà, on ne va pas redéployer l'ensemble de la recherche sur des territoires parce que ces territoires le demandent. Et d'un autre côté, on ne va pas faire sortir des Living Labs sur des endroits où il y a des dispositifs de recherche parce qu'on se dit que c'est bien pour la science. Donc, il y a à trouver cet équilibre. Et c'est pour ça qu'on a confié la tâche au PC4 de travailler à la configuration de ce qu'on va appeler, nous, un réseau de Living Lab. Et donc, l'idée, c'est davantage de mettre en réseau ces différentes initiatives. Et on fait le pari qu'effectivement, on ne va pas promouvoir un modèle unique de Living Lab, mais qu'on va accompagner des démarches de co-développement et de la science avec effectivement des acteurs de terrain, des élus, de la société. Et voilà l'approche que l'on a aujourd'hui sur ces Living Labs. Et donc, elle est effectivement plutôt pragmatique et plutôt, on va dire, bottom-up que top-down. Voilà. Je ne sais pas si c'est la bonne, hein, mais c'est celle qui nous semble aujourd'hui la plus adaptée à la configuration, en tous les cas, du déploiement des enjeux forestiers dans les Living Labs. Ouais, un adjectif quand Oui. même important à rajouter sur les Living Labs, c'est qu'on va essayer de les construire le réseau de façon à ce qu'ils soient complémentaires. Donc, il va y avoir un choix d'objectifs et de méthodes, hein. Donc là, c'est l'apport de la science pour une complémentarité qui va être choisie pour ce réseau. Alors, on peut penser aux échelles de territoire, à la diversité des acteurs qui vont être mobilisés, à la diversité des questions abordées, dont celle de ce PC-là sur la régénération, mais il y a aussi des questions sur les risques, sur le monitoring, sur la bioéconomie, etc. Et on sera obligé forcément à un moment d'assumer des choix sur certains living labs, pour ne pas diluer les forces, hein. Comme le rappelait Arnaud, il y a un équilibre à faire aussi entre l'offre et la demande. Donc, c'est quelque chose qui est en cours de construction. D'accord, merci Christophe. Merci. Je passe la parole à Ophélie. Oui, merci. Bonjour, je suis Ophélie Ronce, je suis directrice de recherche à l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Et je suis modélisatrice de l'adaptation, et en particulier en réponse au changement climatique. Et du coup, j'avais une question sur un point qui ressort un peu de manière récurrente. Donc, j'ai l'impression que souvent, Georges, dans ses réponses, insiste sur le fait que dans les expressions d'intérêt, voilà, on ne s'attend pas à recevoir juste, ben voilà, nous, on a ce dispositif ou ce site qu'on suit, enfin, et qu'il attend des choses plus structurantes dans le genre, ben, moi, notre idée, ça serait de faire un réseau de sites expérimentaux, ou notre idée, ça serait de faire, voilà. Et du coup, je ne sais pas,
Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une question de clarification de positionnement, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a quand même pas un intérêt que même si les gens ne sont pas organisés ou pas bien connectés entre eux, ils fassent quand même remonter voilà ce qui est fait par notre équipe et qui pourrait s'intégrer dans un réseau et que cette structuration se fasse via les webinaires ou en amont du processus de préparation du projet en lui-même. Ou est-ce qu'il faut vraiment, dès cette étape-là, demander à ce que la charge mentale et organisationnelle de faire des propositions qui sont déjà des propositions un petit peu d'ampleur et un petit peu transversales, soit à la charge des gens qui rédigent les prises d'expression d'intérêt. Et ça revient un peu à des commentaires qu'il y a eu sur est-ce que voilà, un objectif serait de faire un inventaire des dispositifs expérimentaux et ensuite de les structurer. Est-ce qu'on ne va pas perdre, est-ce que les gens vont pas s'auto-censurer si jamais ils ont des super ressources mais qui ne sont pas forcément bien connectés dans un système actuel justement de dispositifs Oui, non, voilà, alors, ma question c'était ouais, là-dessus, c'est est-ce qu'il faut oui, tout oui, prendre pour l'instant et organiser et proposer dans une phase ultérieure des regroupements ou des réseaux? Est-ce qu'il oui. faut déjà avoir un filtre à ce stade? Non mais merci Ophélie, parce que alors, si jamais c'est ça qui a été compris, c'est que j'étais pas clair. Parce que je voulais pas dire qu'il fallait qu'il y ait des propositions clés aux mains avec un réseau national. Ce que je voulais dire, c'est que si on fait remonter un réseau local, il faut le faire remonter en ayant l'idée de comment est-ce qu'il peut s'insérer ou en ayant la proposition qu'il puisse contribuer à un réseau plus large. Je dis pas qu'il faut que chaque personne ait fait individuellement le travail et que ça y est, on n'est plus qu'à récupérer un beau plan à l'échelle nationale. Ce que je veux dire, c'est que si jamais on reçoit des expressions d'intérêt concrètement, comme il me semble on en a vu certaines pour les autres PC dans les premiers stades, qui sont en fait pas des réseaux qui sont ouverts pour construire avec d'autres, mais un petit projet de recherche un petit peu classique, structuré, avec on va travailler dans tel site, on va avoir une thèse qui va faire ça, mais en fait, c'est pas du tout la philosophie des projets ciblés. C'est ça que je voulais dire. Je dis pas du tout qu'il faut que chaque personne fasse remonter un réseau déjà structuré. On peut faire remonter déjà son réseau local et donner peut-être des pistes ou quels sont les intérêts qu'ils peuvent avoir dans le réseau national. Je sais pas si je peux clarifier ce que je veux dire, mais c'est clairement la deuxième solution que tu as dit. Je pense qu'il faut que les prochains webinaires, ça soit l'étape où on va réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en commun ces différents réseaux. Donc là, clairement, voilà, si on peut commencer à discuter un petit peu avant pour que ça avance plus vite dans le prochain webinaire, qu'on se retrouve pas juste à faire la liste dans le prochain webinaire, mais qu'on ait déjà un peu avancé dans la réflexion. C'est pour ça que j'invite les gens à nous contacter pour qu'on commence à faire ce bilan avant. Mais clairement, j'attends pas à ce que toutes les expressions d'intérêt soient un projet ficelé, clé en main à l'échelle nationale de réseau, quoi. En Est-ce fait, que je ça pense que répond à ta question? ouais. Oui, je pense que l'ambiguïté, elle est peut-être dans tu vois, enfin, j'ai l'impression que dans les discussions, là, souvent, c'est oui, voilà, nous, on fait déjà ça, on a déjà ça, on pourrait contribuer avec ces outils ou ces compétences à un projet plus vaste. J'ai l'impression que souvent, ce qui risque de sortir à ce stade-là, ça va être voilà ce qu'on fait déjà ou dans quoi on est engagé et que ça, c'est une première brique pour dire ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait construire ensemble qui soit plus ambitieux ou qui soit plus structuré. Oui, oui. Et Oui, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a aussi pas mal d'acteurs qui ont aussi une connaissance, d'ailleurs souvent parfois même plus large que moi, dans leur domaine, de ce que oui, oui, font bien leurs sûr. autres collègues ailleurs. Donc ça peut être aussi, bon, ils peuvent déjà avoir, même sans avoir contacté les autres acteurs, avoir une idée de comment est-ce que leur réseau pourrait être mis en commun avec d'autres observations sur les jardins communs. Bon, les jardins communs, c'est vraiment l'exemple où je pense qu'il y a déjà le bilan. Des données existantes, il est déjà vraiment pas mal fait dans Insilva, donc c'est pas celui qui va être le plus compliqué à mon avis, mais oui, oui, je suis d'accord. Après, je pense que c'est un petit peu ouvert. On verra bien aussi comment les gens arrivent à dégager du temps pour faire remonter des idées. Euh, enfin, dans les PC, j'ai l'impression qu'on avance un petit peu petit à petit en voyant comment ça marche, donc. Mais Ouais. clairement, tu as bien fait de préciser ça, parce que l'idée, c'est pas que les gens nous envoient des projets tout ficelés, déjà structurés à l'échelle nationale. Mais peut-être le truc, c'est que ça va être une remontée d'idées, mais une remontée aussi de ressources potentielles ou de dispositifs. Ah oui, Tu vois. oui, quand je dis C'est idée, pas ça peut forcément. être Voilà.
Ah oui, oui, non, au contraire, même, moi, il me semble que pour tous les réseaux, par exemple, sur les réseaux de suivi de la régénération naturelle, qu'est-ce qui existe? Nous, on a ce réseau-là, il pourrait contribuer à ça, il a tel avantage et tel désavantage, Ok. il couvre, voilà. Et ouais, c'est vraiment important d'aborder ce point-là parce que c'est peut-être une question aussi de formulation. J'ai dit par exemple que les expressions d'intérêt doivent avoir un effet structurant. C'est peut-être un peu trop demandé. En fait, c'est plutôt la potentialité de contribuer à un effort de structuration. D'accord? Donc c'est ça, c'est plutôt une volonté, par exemple, de se mettre en réseau, de mettre des choses en commun, etc. Donc c'est ça plutôt que des expressions d'intérêt qui ont déjà tout structuré. En effet, c'est vrai que on a peut-être un peu allé trop loin dans la formulation là, mais donc c'était vraiment important, Ophélie, que tu précises ça. Maintenant, je vais passer la parole à Brigitte. Oui, bonjour. Merci. Excusez-moi, je vais mettre ma caméra. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis au département recherche, développement et innovation de l'ONF dans l'UMR Bioforin, donc la même UMR que Philippe, qui a pris la parole tout à l'heure. Et on est vraiment, on sent bien la croisée des chemins au niveau du département RDI, à la fois sur ces questions de renouvellement. C'est quelque chose qui nous anime, nous, forestiers, hein, c'est vraiment la base de notre métier. Donc, toutes les questions qui sont posées sur le renouvellement, aussi bien plantation, régénération naturelle, et comment on intègre les questions de migration assistée, de flux de gènes, c'est quelque chose qui est vraiment est très important dans nos sujets de recherche. J'avais une question un petit peu aussi sur les Living Labs, tout d'abord. Il se trouve qu'on vient de déposer avec des partenaires belges, allemands et néerlandais une question sur la migration assistée à l'échelle du paysage. Et justement, ces questions de lien avec les décideurs politiques, les gestionnaires, etc. Et je voulais savoir comment, donc si ce projet passe, on pourrait l'intégrer là aussi dans la réflexion, donc intégrer d'autres pays que le nôtre dans cette réflexion-là. Donc voilà, ça c'était ma première question, puis j'en ai une petite après sur une manifestation d'intérêt. Est-ce que c'est possible ou pas d'intégrer, si ce projet Interreg passe, qui me semble reprendre pas mal d'idées sur flux de gènes assistés, migration assistée, plantation. Je peux répondre, Georges, sur l'aspect très pratique. Oui. Donc non, ce n'est pas possible de financer des équipes étrangères, clairement. Par contre, bien évidemment, et ça on va le rappeler aussi, et c'est pour ça que derrière on a, enfin, ce que dit Georges, c'est l'idée qu'à travers ces PC on fasse un peu différemment et qu'on offre une plateforme pour faire des activités scientifiques que l'on ne fait pas forcément d'habitude. Et d'où l'enjeu que ce PEPR n'épuise pas l'ensemble des financements, des moyens et de l'énergie et de la recherche. C'est bien qu'il soit aussi là en complémentarité avec d'autres financements moyens et puis initiatives. Et donc, il faut le prendre comme ça. Et au contraire, je veux dire, les articulations avec d'autres projets, d'autres financements, et demain, la complémentarité avec d'autres projets et d'autres financements est très, très largement souhaitée et souhaitable. Le but du PEPR, c'est que ce soit en plus, des moyens en plus, pas que ça se substitue à l'ensemble des formes de déploiement de moyens de la recherche, parce que c'est aussi bénéfique qu'il y ait d'autres formes de déploiement de moyens de la recherche. Voilà. Et du coup, il faut est-ce qu'il faut faire une déclaration d'intérêt aussi pour donner l'information, en tout cas, ou c'est pas la peine? C'est ça que j'ai pas bien compris aussi. Alors, en tout cas, moi, il me semble que, vu ce que vous décrivez là, ça serait vraiment intéressant d'échanger sur les sites que vous avez en tête en France, comment vous avez structuré, bon, même si j'ai bien compris, pas encore financé le projet, c'est quand même intéressant. Je pense qu'on ait un échange, d'ailleurs peut-être au-delà du PC1, peut-être aussi avec le PC4, quoi. Mais clairement, oui, je pense que c'est intéressant pour nous d'avoir les infos. Et alors, ça peut être sous la forme d'une expression d'intérêt, mais on peut juste aussi échanger par mail. On n'est pas obligé d'ailleurs d'en discuter. Non, mais c'est juste voilà. Ouais. Donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'était plutôt sur la manifestation d'intérêt. On a commencé à réfléchir donc avec différents partenaires parce qu'on travaille sur le même sujet qui est la fructification à différents niveaux, qui est un élément clé et comme ça a été dit un peu des fois pas trop pris en compte. Pourtant,
plantons, que ce soit régénération naturelle ou plantation, on a besoin d'une fructification de qualité. Et donc, on va faire remonter une manifestation d'intérêt. On travaille de manière découplée les uns avec les autres et l'idée, c'est plutôt de fédérer. Et je voulais savoir comment ensuite ça se passait pour qu'on passe un cap supplémentaire, c'est-à-dire qu'au-delà du petit groupe où on se connaît un petit peu tous, plus ou moins, de manière différente, comment on change au niveau de la communauté, comment on échange au niveau de la communauté, comment vous voyez les choses. Oui, alors peut-être on n'a pas été assez clair un petit peu sur les étapes suivantes, mais l'idée c'est bien que en fait les expressions d'intérêt c'est le début d'une discussion. Donc après il faut qu'on échange ensemble sur comment est-ce qu'on peut structurer les choses. Moi je travaille aussi personnellement pas mal sur les questions de production de graines. Donc on a aussi commencé à structurer des jeux de données existants à une échelle plus largement que la France d'ailleurs. Donc essayer de réfléchir à ce qu'il y a. Et je sais pas d'ailleurs à qui vous faites référence sur les autres réseaux. J'ai eu aussi un mail de Samuel Weiner là sur tous les travaux qu'il fait sur le chêne. Donc oui, moi je pense que là il faut que donc idéalement pour moi, ce qui serait bien, c'est que avant les prochains webinaires qui seront focalisés sur des sous-tâches, on ait commencé à échanger entre nous et qu'on commence à proposer un petit peu comment ça pourrait être structuré. Il va y avoir des questions assez concrètes de compatibilité entre différents protocoles de mesure, comment est-ce qu'on analyse les choses derrière. Et du coup, on fait une manifestation d'intérêt qui est connue de tous et ça agrège. C'est ça l'idée? Voilà, et après l'idée c'est que, en gros concrètement l'idée c'est que sur la base des expressions d'intérêt qui rentrent bien dans le PC, il y en aura sûrement qui seront pas vraiment dans les thématiques du PC et qui correspondront plus à des appels d'offres dans les parties appels d'offres ouverts ensuite. Mais ceux qui sont vraiment connectés avec les thématiques du PC, on recontacte les gens et on réfléchit à comment est-ce que on peut les faire rentrer dans le projet et comment construire ensemble, quoi. Ok, merci bien. Et merci, oui, c'est important de préciser aussi comment ça va se passer. Ouais. Maintenant, je passe la parole à Bruno, un autre Bruno. Oui, bonjour. On ferme la fenêtre parce qu'on est envahi par les bruits de marteau-piqueur ici. Donc, Bruno Hérault, je suis chercheur au CIRAD de la même unité que Bruno, Forêt Société. Et donc, je suis plutôt tropicaliste. Je suis tropicaliste. Je connais pas mal l'Amérique du Sud. Et puis, depuis plusieurs années, je me focalise plutôt sur les enjeux en Afrique de l'Ouest, avec beaucoup de questions autour de vos mots-clés, de régénération forestière, dynamique de paysage, interaction homme-forêt, etc. Félicitations pour la présentation, c'était super clair. Mais alors du coup, c'est très clair. Et c'est chouette de savoir que les zones tropicales peuvent être sont bienvenues pour discuter. Mais alors concrètement, les zones tropicales, en fait, c'est hyper large, tant du point de vue géographique, thématique, des questions. Je pense aussi que sur les questions de régénération forestière, finalement, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été produits dans les zones tropicales parce que c'est un enjeu majeur dans beaucoup d'endroits. Comme je disais, moi, je suis actuellement focalisé sur l'Afrique de l'Ouest. 80% du massif forestier a été perdu en 50 ans. Donc, la question de régénération sont fondamentales. Et donc, ma question un peu, c'est comment vous voyez l'inclusion en fait des objets tropicaux dans la construction du projet global. Est-ce que l'idée, c'est d'en faire des objets un peu à part parce qu'ils ont des caractéristiques à part, avec des questions particulières, etc. Ou est-ce que c'est sur chacune des tâches, des sous-tâches, de saupoudrer un petit peu de terrain ou d'objets tropicaux? Enfin, je ne sais pas trop, parce que de fait, pour répondre aux manifestations d'intérêt, je pense que ça change un peu la donne. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà une idée là-dessus. Merci. Je commence, Bruno, je te laisserai compléter. Okay. C'est pas facile comme question, Bruno, mais
c'est évident qu'on va pas pouvoir avoir un réseau de suivi de renouvellement forestier pantropical, quoi. Ça va pas être possible de faire ça ici, quoi. Ça, c'est sûr, je suis bien d'accord. Donc, moi, il me semble que une des stratégies, ce serait quand même d'avoir une focalisation sur des sites où on peut aller un petit peu depuis cette phase des processus écologiques jusqu'à des conséquences plus sociétales, plus que de vraiment. Ça me paraîtrait. Voilà, ce que je dirais, sans avoir vraiment beaucoup de recul, c'est que ce qui serait bien, c'est en fait d'arriver à faire rentrer des sites qui, pour des instituts type CIRAD ou même il y a aussi tout ce qui est en Guyane, qui sont déjà structurants, quoi. On va pas pouvoir faire tous les sites, donc essayer de se concentrer sur les quelques sites qui sont déjà vraiment structurants et sur lesquels. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Bruno, le deuxième Bruno. Oui, je voulais répondre un peu dans la même ordre d'idée qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui existent sur ces questions-là dans les tropiques, comme l'a dit Bruno Hérault. Donc, je pense que c'est intéressant de connecter ce qui se fait en France avec ce qui se fait ailleurs, en particulier sur certains sujets pour lesquels c'est pertinent de faire des comparaisons ou d'avoir des approches similaires, etc. Je pense par exemple sur la tâche 3 en termes d'analyse socio-économique, il y a des choses vraiment intéressantes à faire en utilisant des contextes complètement différents en fait, parce que ça permet aussi d'avoir des regards différents sur des questions de gouvernance ou d'implication de la société. Donc, sur la tâche 3, moi, je vois vraiment une pertinence à avoir des terrains en dehors de la France métropolitaine. Après, sur d'autres questions écologiques, c'est possible, mais peut-être pas sur toutes. Donc, voilà. Donc, il faut aussi réfléchir à ça. C'est à amener des recherches, des dispositifs existants sous les tropiques, mais réfléchir à pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'on attend de cette comparaison ou de cette mise en commun de recherche en France métropolitaine et sous les tropiques. Voilà. Tu veux continuer, Bruno? Tu avais quelque chose à rajouter? Non, 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 je laisse la parole, il y a du monde dans la file d'attente. Et donc, dans la liste d'attente, nous avons Claudine. Désolée, je fais du yo avec mon micro. Bonjour. Donc Claudine, donc je suis la collègue de Brigitte. Je suis au département recherche, développement, innovation à l'ONF. Donc moi, je remercie effectivement aussi beaucoup pour la présentation qui était vraiment très claire. Et puis, je ne vais pas redire ce qu'a très bien exprimé Brigitte parce qu'on s'y retrouve vraiment, c'est vraiment intéressant et on s'y retrouve vraiment dans les problématiques. Moi, j'avais en fait deux questions, enfin une un peu précise, et peut-être en faisant la mauvaise élève pour l'expression d'intérêt, parce que s'il s'agit en fait de lister en fait un ensemble de réseaux existants, enfin voilà, de dispositifs. Donc il y a effectivement, j'ai vu dans le chat, il y a pas mal de choses qui circulent déjà sur la ressource qui existe via la plateforme InSilva. Mais est-ce que, voilà, de manière plus simple, tout est bon à prendre et voilà, si on élabore un petit tableau qui fournit des informations clés, qui liste de manière pragmatique, voilà, nos dispositifs, pour nous, ça peut être quelque chose de plus souple et simplement plus rapide à réaliser que le formalisme d'une fiche. Voilà, donc c'était un peu mon questionnement très pragmatique et un peu mauvais élève. Et la Non, deuxième... mais juste pour répondre déjà à ce point-là, clairement, oui, il n'y a pas forcément besoin de faire un formalisme très compliqué, juste nous faire remonter des tableaux. D'ailleurs, il y a déjà en cours, on a déjà commencé à travailler sur faire les bilans, on a fait une extraction des données qui mentionnaient régénération dans InSilva. Donc, oui, oui, ça peut juste être un tableau, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais bon, j'ai bien noté en fait quand même les éléments, voilà, autant que possible intéressants, voilà. Voilà, donc, et la deuxième question qui est peut-être un peu plus, été un peu abordée dans la présentation, mais tant pis, c'est peut-être pour reformuler, parce que donc il y a une part effectivement d'identification, voilà, de ce qu'on a déjà, nos ressources déjà, ce qui existe, et voilà, en quoi ça peut éclairer et constituer des socles ou voilà, des ressources pour les questions du PC. Mais du coup, j'ai compris aussi qu'il y avait une volonté, voilà, aussi un questionnement pour d'autres types de futurs dispositifs. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'il y a bien l'idée aussi, à partir de cet état des lieux, d'identifier sur des questions critiques, vraiment des manques de ressources et de voir comment mettre en œuvre voilà, des compléments, des consolidations de réseaux ou, voilà, ou des réseaux qui feraient aujourd'hui défaut. Est-ce que c'est bien ça?
Pourquoi je pose cette question? Parce qu'en fait, pourquoi je pose cette question? Et c'est par rapport simplement, je dirais, au contexte actuel, où là, côté gestion, en tous les cas, on est face à des énormes chantiers de régénération, renouvellement, justement. Et donc, nous aussi, en interne, on se pose aussi beaucoup de questions. Il y a des initiatives en fait de gestion, des tests en gestion, et on se rend compte que c'est vraiment pas trivial. Effectivement, vous l'avez souligné dans la présentation, de voir comment travailler ensemble en fait pour tirer aussi des enseignements, des observations, des données de ces tests en gestion. Donc là, il y a vraiment une vraie problématique là-dessus. Enfin, en tous les cas, voilà, nous on l'a identifié, on n'a pas d'éléments de réponse. Voilà, donc ma deuxième question. Ok, Bruno, je commence par répondre. Alors, il m'a semblé qu'il y avait 2 points. Le premier point, c'était au-delà du bilan, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me semble que je vois plusieurs étapes, quoi. On peut réfléchir à rajouter des mesures qui ne sont pas existantes dans certains réseaux pour avoir une homogénéisation, essayer d'homogénéiser les mesures et de constituer sur la base des réseaux existants. Et après, bien sûr, si le bilan montre que c'est pas suffisant, on peut aussi réfléchir à mettre en place des nouveaux réseaux. Il y a quand même possibilité, je pense, de développer des nouveaux réseaux. Bien sûr, on ne pourra pas faire tous les réseaux qui seront espérés. Il faudra qu'on se focalise sur quelques réseaux, mais parce que même s'il y a 4 millions d'euros divisés sur 7 ans entre ces 3 tâches, ça va pas faire non plus tant d'argent que ça à la fin. Après, sur le lien avec les données qui sont plus concrètes de gestion, pour moi, il y a un peu deux éléments clés. Il y a déjà la capacité ou pas de faire remonter des données fédérées de tous ces tests de gestion, ces actions de gestion. Il me semble que c'est pas si simple que ça à l'ONF de forcément avoir des données qui remontent bien structurées de tous les suivis. Donc, je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur est-ce que on a l'ambition d'avoir des données qui remontent de toutes les actions de gestion sur le terrain, ou on essaye de se focaliser sur certaines. Et après, bien sûr, il y a la question de un peu la qualité des données. La gestion n'a pas comme objectif premier de faire remonter des données, mais plutôt de faire de la gestion concrète. Donc on comprend bien que l'objectif, c'est pas forcément de recueillir des données. Donc il y a aussi la question de quelles sont les données qui sont prises sur le terrain, quoi. Voilà. Merci pour la question et la réponse. Donc on a Marion sur la liste. Bonjour à tous, oui, je suis Marion Gosselin, ingénieure en écologie forestière à INRAE, unité de recherche écosystème forestier à Nogent. Et ma question va dans le sens en fait de celle de Claudine. Pour l'instant, on a beaucoup parlé d'inventorier, de recenser et de mutualiser des dispositifs existants. Mais je me demandais ce qu'il en était quand il s'agissait de dispositifs à créer, en gros, de toutes pièces, pour des sujets, des questions qui ont été identifiées comme des gaps de connaissances. Je pense en particulier aux questions qui ont été identifiées dans la récente expertise collective CREF, coupe rase et renouvellement des forêts en contexte de changement climatique. On a identifié notamment le fait que dans la BBio, on n'avait pas beaucoup de données et de résultats concernant les comparaisons de différents modes de régénération sur la biodiversité, notamment comparaison par exemple de coupe rase versus les coupes progressives de régénération, notre système à la française, je dirais, enfin, il y en a un petit peu en Europe aussi, mais c'est un système assez franco-français, les coupes progressives de régénération et les coupes de fruités jardinés. Et pour ça, à ma connaissance, il n'y a pas de réseau existant. L'idéal, ça serait de développer un projet qui permette de comparer tout ça. Alors, on pourrait s'appuyer sur des tests en gestion, comme ceux dont a parlé Claudine, mais comment les structurer pour que ce soit représentatif à l'échelle de la France et assez de répétition pour en tirer des informations, etc. Donc, dans ces cas-là, comment faire? Est-ce qu'on propose quand même si ça nous paraît un chantier
énorme, immense. Est-ce que ça a quand même sa place dans les manifestations d'intérêt? Oui, donc dans la tâche 3B, là, quand j'ai listé les impacts à court terme des itinéraires de renouvellement, c'était bien ça que j'avais en tête. Un point qui, par contre, me paraît quand même important, c'est qu'il faut qu'on mette des limites à ce qu'on peut couvrir. Et typiquement, je pense qu'il faut qu'on se focalise sur les actions de gestion qui sont vraiment sur le renouvellement. Donc, typiquement, des questions d'éclaircie, à mon avis, ça, c'est pas dans le projet ciblé. Oui. Voilà, donc, et il me semble qu'il faut aussi commencer par les stratégies de gestion les plus contrastées aussi pour avoir un peu donc typiquement au-delà de juste les modes de coupe, il y a aussi les modes de régénération avec plantation, travail de sol ou pas de travail du sol. Donc je pense que c'est à réfléchir. Voilà. Après, donc ça c'est quelque chose qu'on a commencé à discuter un petit peu avec Laurent Bergès. Il me semble qu'il était là tout à l'heure, j'ai pas bien vu, il y a tellement de monde. Ouais, je suis là. Donc je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Laurent. Non, oui, oui, tout à fait. On a discuté avec Marion justement pour voir à proposer quelque chose sur le volet biodiversité, quoi, une réponse collective sur le volet biodiversité. Donc, je pense que on va faire des propositions dans ce sens-là. Après, je suis d'accord avec toi, Georges, on va pas pouvoir probablement tout tester. Et donc, il va falloir, à mon avis, dans un premier temps, il est un peu large, et puis après se dire, bon, est-ce que ça c'est faisable? Qu'est-ce que ça implique? Et puis surtout voir aussi dans les dispositifs existants, bon, moi je connais pas bien tout ce qu'il y a, je vois qu'il y a le bilan sur InSilva qui est fait, qui est déjà disponible, mais après sur le volet, quelles sont les modalités qui existent, qui peuvent être testées? Voilà, ça va prendre il va falloir prendre un petit peu de temps pour le voir, mais je pense je pense que la plus-value de ce projet, c'est d'associer différents compartiments, et non seulement la régénération ligneuse, mais aussi la réponse de la biodiversité. Ça c'est vraiment important, je pense. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose là? Non, c'est bon. Georges ou Marion? Non, ok. Donc, merci. Je passe la main à Marie-Ange. Bonjour et merci. Bonjour à tous. Je suis contente de voir autant de collègues que je connais, que j'ai connus, Marion, Laurent. Et donc, je ne vais pas citer tout le monde. Je suis super contente de vous voir et de me dire que peut-être que j'aurai l'occasion de travailler avec vous dans le cadre de ce projet ou peut-être pas. Et c'est là où vient mes questions et commentaires, parce qu'il y a certaines qui ont été abordées. Notamment, est-ce que par rapport à l'email que je vous ai envoyé à Bruno, et à Georges, j'ai cru comprendre dans la présentation aussi, et après vous l'avez réexpliqué dans les commentaires. Non, l'idée c'est pas venir avec un truc ficelé, parce que dans la présentation et dans la réponse à ton email, je me suis dit il faut venir avec une présentation quelque peu ficelée et avec si possible avec des connexions déjà dans le groupe. Et moi je me suis dit mais ça laisse peu de place à l'exotisme en fait, quoi, à l'originalité, parce que moi je me disais si on veut inclure ces systèmes forestiers tropicaux, ça veut dire qu'on laisse un peu de place j'ai envie de dire à l'innovation, mais c'est pas prétentieux, ou c'est pas dire que le reste est non innovant. C'est par exemple si on veut penser à des organisations structurelles un peu complexes qui permettent de favoriser par exemple une génération, peut-être on peut travailler sur des complexités structurelles qui existent sous les tropiques. On a des questions aussi sur les tropiques dans un cas que je vous présentais en gestion forestière communautaire. Si on veut pouvoir régénérer des espèces natives, on ne veut pas se contacter des 5 espèces de l'hévéa, de l'eucalyptus et tout. Donc, du coup, il y a localement des espèces natives dont on ne sait par contre pas comment ça se comportera en plantation, même en plantation mixte. Donc, comment les sortir? En fait, quels sont comment est-ce que ces espèces natives peuvent se comporter en restauration de zones dégradées, mais des milieux plus ouverts, quoi. Donc, il y a des vraies questions écologiques et écophysiologiques. Alors, on ne peut pas transporter ces espèces en tempéré, mais au moins travailler à l'espace, à l'échelle de trait. Donc, ma question, c'était,
un peu celle de Bruno, il faut peut-être qu'on puisse avoir des informations sur la capacité du projet à inclure des questions qui proviennent, voilà, qui sont, je voudrais dire, autochtones, bien locales. Il faut pouvoir clarifier et dire non, c'est un financement franco-français, c'est un PEPR franco-français, c'est éventuellement de la forêt tropicale, mais de la forêt tropicale française en Guyane. Ou alors, est-ce que vos questions peuvent être intégrées? Et moi, du coup, ce que je ferais, c'est que je ferais ma proposition d'intérêt et je compte du coup sur l'organisation pour me dire, là, on voit que ça colle au niveau thème, mais le terrain est quand même un peu éloigné. J'avais aussi, donc pour ne pas prendre plus de place que ça, j'avais aussi une question sur les partenaires tropicaux. Donc, du coup, on a dit qu'ils ne pouvaient pas être financés, mais quand même, si on arrive à proposer un terrain tropical, et ça veut dire qu'il y a des partenaires tropicaux avec leurs questions, du coup, ils ne sont pas financés, mais est-ce qu'ils peuvent à un moment s'intégrer à la dynamique de réflexion? Je sais bien que c'est compliqué, je comprendrais bien que ce ne soit pas possible pour ne pas multiplier, mais je pense que ça va être difficile pour les personnes en tropicales de s'intégrer ou d'intégrer leurs questions et leurs terrains sans pouvoir en discuter avec les partenaires tropicaux. Merci. Merci Marianne. Je vais répondre un petit peu à ça sur la connexion de ces questions qui peuvent être assez locales, assez contextuelles dans un contexte tropical. Je crois qu'en fait, l'approche à suivre, c'est d'abord de regarder les différentes questions de recherche qu'on a proposées dans le document de ce projet et d'essayer d'aligner, en fait, de trouver un alignement par rapport à ces projets, par rapport à ces questions de recherche. Et ensuite, là, chercher à proposer un projet, enfin, des activités de recherche qui sont ouvertes à des collaborations, des réseaux, des comparaisons, etc. Donc, se mettre dans cette perspective de ouvrir un terrain où tu travailles actuellement, par exemple, à des collaborations avec des réseaux, par exemple, en France métropolitaine. Donc, oui, je t'invite en fait à procéder comme ça. D'abord, l'alignement thématique et ensuite regarder en fait comment ça peut coller en termes de réseaux, de comparaisons, etc. Donc, mais on peut aussi en discuter par rapport aux éléments que tu nous as envoyés par mail. On peut continuer à en discuter pour affiner cet alignement, disons. Voilà. Et pour les partenaires, oui, c'est aussi une question de leur intérêt, finalement, à travailler dans des réseaux qui seraient plus sur la France. Donc, à toi aussi de creuser cette question. Est-ce que tes partenaires sur tes terrains actuels auraient un intérêt à s'insérer dans des réseaux donc, à voir et à discuter. On peut en discuter aussi tous les deux. Voilà. Et merci pour l'intervention. Maintenant, je vais passer la parole à Sven. Alors, c'est Svener. Alors, oui, je ne sais pas. Svener. Oui, bonjour. C'est Samuel Venner, en fait. Je me présente. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lyon. Et on a un consortium, en fait, qui repose sur plusieurs établissements sur lesquels on travaille, nous, sur la reproduction et particulièrement la reproduction des chênes. Donc, on manifeste à l'oral notre intérêt pour le projet que vous développez. Et puis, je vous remercie en fait de faire cet effort de structuration. On va du coup probablement participer faire une expression d'intérêt en décrivant un peu les programmes qu'on a développés les années passées, puis le projet qu'on envisage de développer dans les années futures. Et j'ai deux petites questions par rapport à ça. Donc, on peut décrire nos réseaux d'observation et probablement aussi, on a réfléchi à des protocoles à mettre en place dans les années à venir pour étendre nos suivis. Ça, c'est des choses qu'on peut aussi proposer dans l'expression d'intérêt, c'est ça, en faisant des propositions de suivi, même si les réseaux ne sont pas encore tout à fait en place. C'est des choses qui sont... Oui, tout à fait. Je pense que une manière de mutualiser, ça peut aussi être sur les méthodes. Okay. Les méthodes aussi sur les modèles d'analyse derrière ou la connexion avec les modèles. Hein. C'est pas que il n'y a pas que les données, quoi. Je pense que dans la tâche C, la tâche 1C, il y a aussi les guides d'aller jusqu'au modèle. Donc D'accord. Donc c'est ça. Mon autre question, c'était on construit donc des modèles.
complémentaires les uns des autres. Et il n'y a pas besoin de faire deux expressions d'intérêt différentes, l'un pour présenter les réseaux d'observation, l'autre les modèles. On peut faire une unique expression d'intérêt qui expose un peu l'ensemble des approches complémentaires pour répondre à une même question qui est… En fait, nous, notre question autour de nos projets, c'est de comprendre les causes proximales, les causes évolutives des stratégies de reproduction des arbres forestiers. Et ça, en fait, ça impose d'avoir des approches complémentaires. Et du coup, à la fois les réseaux d'observation, mais aussi les travaux de modélisation. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est essayer de réfléchir, vu que je connais quand même un peu ce que vous faites, comment est-ce qu'on peut aller plus loin que juste que le système chaîne, par exemple. Est-ce qu'on peut aller plus loin que juste des questions sur les questions de fréquence, les années de masting, mais vraiment sur la quantité de graines produites totale et les liens avec la régénération derrière. Mais je pense qu'il faut commencer par écrire ce qui est le plus rapide pour vous. Il ne faut pas non plus que ça vous prenne trop de temps, puis après on en discute, quoi. Oui, ok, ça marche. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci. Je passe maintenant la parole à Frédéric. Oui, bonjour, merci. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation et puis tout le travail en fait que vous avez fait sur le document écrit, parce que c'était très complet. Donc, Frédéric Bonin, moi je suis CRFI à l'Université de Lorraine et puis également INRAE Nancy dans l'UMR Silva. Et donc là, je parle, mais au nom d'un collectif qu'on a… Enfin, juste pour remettre un peu le contexte, c'est pour tester l'opportunité d'une manifestation d'intérêt sur la tâche 3. On a déjà déposé une manifestation d'intérêt dans le PC2 sur la planification forestière. Et on pense que là, sur la tâche 3 et dans la problématique du renouvellement forestier, il y a vraiment une question importante autour des enjeux, enfin de bien relier pratique de renouvellement forestier et enjeux de planification forestière. Et donc, à ce niveau-là, ça se positionnerait vraisemblablement plutôt dans la tâche 3A, mais avec des liens assez directs sur 3B, 3C, et puis en lien direct avec le PC2 ensuite. On avait idée un petit peu de partir sur caractériser la pratique de renouvellement au niveau du peuplement, à la fois en termes de dispositifs et d'instruments qu'on peut avoir, j'en sais rien, typiquement plan de relance, etc. Donc sur la manière dont ça va influencer les pratiques de renouvellement dans un sens ou dans un autre. Également en identifiant et caractérisant un peu tout l'écosystème de gouvernance autour, à la fois en comprenant les acteurs qu'on a classiquement, les institutions, et puis également en prenant en compte, en termes de gouvernance, mais on va dire pouvoir d'action, s'intéresser à l'effet du changement climatique sur les pratiques de renouvellement et la façon dont on va sélectionner plutôt tel ou tel plan, enfin les choix de décision, les choix de renouvellement fait derrière. Ça, c'était le premier point, un petit peu caractériser finalement ce qu'on a essayé de donner une image sur la pratique de renouvellement au niveau des peuplements à ce stade. Et puis ensuite, la mettre en balance et en la reliant la plus directement avec les scénarios sylvicoles et la planification forestière pour essayer de se dire, OK, quels nouveaux outils peuvent permettre d'outiller la décision et les pratiques de renouvellement en intégrant le long terme à ce niveau-là. Alors, c'est pas encore très mûr, mais notamment l'idée, ce serait d'un petit peu développer des outils de modélisation. Je vois qu'il y a notamment Jean-Baptiste qui est là, puisqu'on travaille avec des modélisateurs. Donc, il y aurait Marion Jourdan. Et puis, je termine juste, Jean-Baptiste, tu pourras compléter si tu as des éléments. Mais voilà, associer les deux, caractériser d'un côté, on va dire, la pratique et l'écosystème de gouvernance qu'il y a autour des pratiques de renouvellement, et puis ensuite, mettre en lien et voir la façon dont ça influence la mise en œuvre et les outils qui peuvent être mobilisés pour l'appuyer. L'idée étant voilà, d'avoir bien cette image d'influence de ces nouveaux outils sur l'évolution des pratiques de renouvellement. Est-ce que c'est quelque chose du coup qui aurait sa place dans la tâche 3 et est-ce que voilà, c'est quelque chose qui fait sens? Oui, alors ça fait sens et ça aurait vraiment sa place dans la tâche 3. Donc, merci beaucoup pour cette proposition. Je suis d'autant plus content parce que lorsque nous avons organisé le premier webinaire, en fait, il n'y a eu aucune intervention sur la tâche 3. Et donc, merci beaucoup. Oui, cette contribution serait la bienvenue et on peut en parler par mail ou d'autre façon avant la soumission des expressions d'intérêt. Donc, merci beaucoup.
Et alors maintenant, oui, tu avais quelque chose à rajouter? Non, c'est bon, Ok, merci. Merci parfait. Donc, on reste en contact. Et maintenant, je passe la parole à Sandrine. Oui, bonjour, Sandrine Alain au LESSEM à Grenoble. En fait, je pensais juste réagir par rapport à plusieurs retours là, qui sont arrivés de la part notamment de côté ONF. Et je me disais que dans les choses peut-être aussi à faire remonter, alors, enfin, vous confirmerez Bruno et Georges, mais est-ce qu'il y a éventuellement aussi, justement en lien avec la tâche 3, des situations un peu d'action collective ou enfin, avec des configurations d'acteurs spécifiques liées justement à la mise en œuvre de la régénération voilà, dans différents endroits. Peut-être que c'est aussi l'occasion de les faire remonter, parce que évidemment, sur cette tâche 3, on ne va pas être organisé exactement de la même façon avec des réseaux d'observation, on va plutôt être en lien avec justement les Living Labs. Et vu qu'il y a matière à discuter et pour choisir peut-être des espaces d'intérêt, ça peut être intéressant d'avoir un contraste aussi en termes voilà, de configuration et de problématiques. Alors, je ne sais pas, qui peuvent être complètement distinctes d'un endroit à l'autre, mais voilà, c'était une petite idée pour élargir un peu cette idée de remontée d'expression d'intérêt, en l'occurrence sur la partie gestion puis gouvernance. Voilà. Très bien, merci beaucoup Sandrine. Donc c'est une idée à creuser, oui, pour la tâche 3, d'aller regarder un peu au niveau des remontées d'expérience en termes d'action collective, par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on va creuser au niveau de la tâche 3. Merci, et maintenant je passe la parole à Laurence. Est-ce que Laurence est là? Oui, oui, d'accord. oui, je suis là, je mets ma caméra. Voilà. Je voulais intervenir, oui, moi aussi, sur la partie 3. En fait, je me suis un peu absentée, je n'ai pas entendu une petite partie de la première, du début de la présentation, mais sur la partie 3, oui. Moi, je pose la question peut-être comme Jérôme, dont j'ai oublié le nom de famille, parlait d'histoire et de cette approche historique qui est nécessaire, il me semble, en effet, justement sur cette question de dépendance au sentier et des usages et des habitudes sur un même territoire. Cette question historique, la question de la comparaison, je ne sais pas si on doit trouver un ou plusieurs sites qu'on partage tous, ou est-ce que, voilà, comment on travaille pour le choix des sites. Il me semble que comparer des terrains, c'est aussi très intéressant pour trouver à rapprocher les sciences plus biologiques et écologiques et naturelles, et les sciences sociales, où on peut travailler aussi sur la question de la gouvernance, autour de la restauration, justement, autour de cette restauration à la fois comme pratique sur des questions comme rapport à la nature, mais à travers des questions politiques, des questions institutionnelles, sur le droit de propriété, sur les droits fonciers, sur des acteurs privés ou publics. Voilà. Et puis le monde associatif aussi. Frédéric, pas Frédéric, mais l'interlocutrice précédente parlait de mouvements de mobilisation collective. On a des mouvements, des associations, écolos, enfin voilà, toutes ces questions qui ont un rapport à la représentation qu'on a de la nature, que ces acteurs différents se font de la nature et de la restauration. Autour de la question de la restauration, justement, c'est un petit peu une façon de réparer. Alors, il y a cet aspect politique institutionnel, mais il y a aussi tout le point de vue moral, d'une certaine manière, là où il y a des comparaisons intéressantes aussi, justement, entre tropicales et forêt en France. Moi, ça me paraît très, très intéressant. Restaurer, réparer la nature, voilà, ça peut suggérer que dans cette historique nécessaire, il y a aussi l'analyse de ces différents acteurs
à la fois qui sont différents dans leur représentation, mais qui sont aussi une idée différente de la dégradation des objectifs à atteindre, enfin pour réparer, et de la mobilisation dont on parlait. Tout ça pour dire, en fin de compte, qu'il y a une nécessité, il me semble, dans notre pluridisciplinarité, de s'entendre sur les objectifs, pas seulement des objectifs scientifiques, mais vraiment des objectifs opérationnels. Il me semble que la pluridisciplinarité arrive mieux à travailler, à s'accorder ou à s'articuler sur des objectifs qui sont d'action, des objectifs opérationnels. Voilà, c'est tout ce que je voulais apporter. Peut-être que je pourrais rédiger quelque chose aussi pour rejoindre là, ce qu'on a dit, ou voilà, l'histoire qui a pu être abordée. Je ne me suis pas présentée, je suis désolée, je suis Laurence Boutineau, je suis anthropologue au CIRAD, dans l'unité de Bruno Locatelli. Voilà. Et je travaille essentiellement sur des pays, sur des terrains dits exotiques, mais surtout, mais je peux aussi travailler sur d'autres terrains, notamment sur cette question de comparaison qui m'intéresserait assez. Voilà, merci de votre présentation et de votre travail déjà très construit. Très bien, merci beaucoup Laurence pour ces apports qui sont vraiment parfaits pour la tâche 3. Et tu as abordé la question de la pluridisciplinarité, on parlait aussi d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité. Ces questions-là, en fait, je crois qu'elles sont aussi un enjeu au niveau de ce projet. C'est qu'on va essayer, au début du projet, de construire un peu cette démarche interdisciplinaire. Et je crois que c'est un challenge, en fait, d'arriver à discuter des objets sur lesquels on travaille entre disciplines à des échelles complètement différentes, par exemple depuis le GN jusqu'à la politique. Mais je crois qu'on peut avoir cette ambition d'essayer une construction interdisciplinaire, puis ensuite avec les acteurs donc transdisciplinaires dans le cadre de ce projet. Voilà, donc là, il est 4h moins 5, donc il nous reste 5 minutes, le temps de conclure. Est-ce que quelqu'un d'autre a une intervention ? Questions ou commentaires? Ou Georges également, si tu as quelque chose à rajouter. Non, moi je suis très content, il y a eu beaucoup de participants et plein d'idées, donc c'est très bien. En effet, moi aussi, je suis content de ces contributions. Et donc, Georges et moi restons à votre écoute. Vous pouvez nous contacter pour parler de ces expressions d'intérêt. Donc, ne vous sentez pas contraint par le format des expressions d'intérêt. Vous avez vu lors de ces échanges qu'on avait une certaine flexibilité par rapport à ce qu'on attendait des expressions d'intérêt. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en discute. Et voilà, donc merci beaucoup pour votre participation. Et à bientôt avec des nouvelles du projet ciblé Régéadapt. Merci, beaucoup. au revoir. Merci. 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 Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.